Inspirée du marxisme, Christine Delphi pose l'idée que les rapports sociaux de sexe reposent sur une lutte entre la classe des hommes et la classe des femmes. Cette lutte et ces classes sont construites historiquement, il n'y a aucun déterminisme biologique, la nature n'a rien à voir dans l'affaire. Ce qu'il y a, c'est une oppression structurée qui organise l'exploitation du travail des femmes par les hommes. Delphi appelle ce travail mode de production domestique, mais on pourrait tout aussi bien l'appeler le travail du care, c'est-à-dire de soins. Nous développerons cette notion dans la partie 4. En bref, le patriarcat s'est débrouillé pour imposer aux femmes vivant en couple hétérosexuel de nettoyer le foyer, de préparer les repas et de s'occuper des enfants gratuitement pendant que les hommes accomplissent un travail rémunéré en dehors du foyer, par exemple à l'usine, ce qui n'est pas beaucoup plus cool, mais ça, Marx l'avait déjà bien expliqué. L'ennemi principal pour Delphi, c'est ce système d'exploitation des femmes qu'on appelle famille ou mariage, qu'on pourrait tout aussi bien nommer hétérosexualité. En 1843 déjà, Flora Tristan, une militante socialiste qui avait théorisé la lutte des classes avant Marx et Engels et a été étrangement effacée des livres d'histoire, écrivait dans Union ouvrière « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. » C'est passionnant de relire aujourd'hui l'ennemi principal, parce que Delphi parle presque en économiste. Elle parle concret, elle parle argent. Son approche est révolutionnaire parce que pour la première fois, elle compare ce que rapporte le travail productif des hommes, un salaire, avec ce que rapporte le travail domestique des femmes, rien. Elle se penche également sur l'histoire de l'accession des femmes au salariat. Les femmes, en France, n'ont le droit de gagner leur propre salaire que depuis 1907. Mais ce salaire tombait dans l'escarcelle du foyer et elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari. En 1965, on autorise les femmes à travailler sans autorisation et à avoir leur propre compte bancaire. Youpi! Elles sont enfin autorisées à nourrir la machine capitaliste. Sauf que c'est une vaste arnaque que Delphi pointe du doigt. Non seulement le travail à l'extérieur ne la dispense pas du travail domestique, souligne-t-elle, mais il ne doit pas nuire à ce dernier. La femme n'est donc libre que de fournir un double travail contre une certaine indépendance économique. Autrement dit, les femmes ont beau se mettre à travailler payé dehors, elles doivent continuer à travailler gratuit dedans. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la double journée. Plus loin, elle précise, quand un couple calcule ce que gagne une femme qui travaille au dehors, il déduit les frais de garde d'enfants du seul salaire de la femme, au lieu de sous-traiter ses dépenses de l'ensemble des revenus du couple. Et en lisant ces mots, les amis, j'ai pris un coup de vieux. J'ai réalisé que j'étais née 15 ans seulement après que les femmes ont acquis le droit de travailler et de gagner de l'argent. Et que cette grosse arnaque décrite par Delphi, j'y ai assisté en première ligne. Ma mère m'a toujours dit avec fierté que, quand j'étais petite, elle reversait presque tout son salaire à la jeune fille qui me gardait. Exactement comme Delphi l'écrit. Il était admis que c'était le salaire de ma mère qui payait la baby-sitter et pas les revenus de mon père qui étaient pourtant plus importants que les siens. Comme si ma mère devait payer, littéralement, son envie de retrouver le bureau après ma naissance. Elle travaillait dans une agence de travail temporaire, ce qui fait, je le réalise aujourd'hui, que j'ai vite compris le marché de l'emploi, ses congés maternité et ses travailleurs, ses travailleuses précaires. Quand j'étais en primaire, j'allais parfois prendre le goûter à son agence. Quand j'avais fini mon pain au chocolat, je faisais des destins au stabilo sur des ramettes de papier blanc et parfois elle m'autorisait à taper 3615 Club Dorothée sur le Minitel. Elle écrivait au feutre sur de grandes affiches des descriptifs de postes qu'elle suspendait sur un fil de fer dans la vitrine. Souvent, elle recherchait des sténodactylos. Les millennials, allez faire une recherche Google, flemme de vous expliquer. Bref, on était dans les années 80. Ma mère avait les cheveux courts et des tailleurs à épaulettes et je la revois remplir avec application les cases de la page comptabilité de son carnet de chèques. Je réalise aujourd'hui que ma mère faisait partie de la première génération de femmes à commencer sa vie professionnelle avec le droit à sa propre comptabilité. À 18h, ma mère fermait l'agence, elle s'arrêtait au Monoprix sur le chemin de la maison. Elle libérait la baby-sitter, s'assurait que ma sœur et moi étions douchés, contrôlait nos devoirs et préparait le dîner. Mon père entrait vers 19h de la bijouterie et on passait à table.
Après le dîner, mon père se calait devant la télé, ma mère débarrassait, nettoyait la cuisine, appelait sa propre mère tous les jours, religieusement, étendait le linge, classait ses papiers. J'entendais sa petite danse affairée dans la maison et attendais dans mon lit le moment où elle viendrait me souhaiter bonne nuit, le visage franchement démaquillé, parfum crème de nuit ciselait. Mon père n'avait pas quitté le canapé. Mon père est un homme merveilleux et un indéniable allié, il m'a toujours aidé, aimé, épaulé. Mais aujourd'hui encore, quand je le vois hébété dans ma cuisine, se demander comment mettre une casserole dans le lave-vaisselle, je pense à l'endurance inouïe de ma mère. Ce qui ne m'empêche pas de lui tendre de temps à autre mon pantalon déchiré à l'entrejambe pour qu'elle me le rapièce, parce que je ne sais pas coudre. Quand elle était petite, ma mère a appris la couture à l'école, dans le cadre d'un enseignement ménager, obligatoire pour les filles, résidu de plusieurs siècles au cours desquels, outre l'éducation religieuse, ces savoirs domestiques étaient les seuls qui étaient transmis dans les écoles de filles. Parmi les revendications féministes des années 70, il y avait l'ouverture de cet enseignement ménager aux garçons. Ce qui fait sens. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Finlande de nos jours, où les enfants, filles comme garçons, reçoivent des cours d'économie domestique, c'est-à-dire qu'on y a développé l'idée révolutionnaire qu'il était bénéfique à tout le monde d'apprendre à recoudre un bouton ou à faire cuire un œuf. Une idée à retenir pour notre futur féministe, vous en conviendrez. Bref, ma mère s'est faite rouler par l'hétérosexualité. Elle croyait épouser son prince charmant, et c'est vrai qu'il est charmant mon père, et fonder une famille. En réalité, elle s'est retrouvée à accomplir le rôle pour lequel elle a été programmée, un travail de soins gratuit au service de son mari et de ses enfants, tout en nourrissant Big Up, la machine capitaliste, grâce à un travail mal rémunéré au sein d'un univers professionnel violent où elle a eu à subir toutes sortes d'attaques sexistes d'un bout à l'autre de sa carrière, sinon ce serait pas drôle. Ah, mais ça c'était il y a 30 ans. Êtes-vous en train de vous dire, de nos jours, les nouveaux pères font la vaisselle, passent l'aspirateur et changent les couches des enfants? On entend toujours ça quand on soulève la question du partage des tâches ménagères en 2022. Émerge systématiquement dans la conversation l'exemple d'un gendre qui est resté à la maison à la naissance du bébé ou qui est au fourneau parce que sa femme déteste cuisiner. Si un tel exemple vous est venu à l'esprit, c'est que 1. Vous vivez dans un milieu privilégié. 2. Vous avez tendance, comme l'ensemble de la société, à fortement encenser les efforts masculins de ce côté-là. Alors que bon, élever ses enfants et préparer ses propres repas, c'est la base de la décence humaine quand on y pense. Des études sont produites régulièrement et aboutissent toutes à la même conclusion. Ça n'a presque pas bougé en 30 ans. Une étude de l'IFOP compare la part des tâches ménagères effectuées par les femmes dans les années 80 et en 2011. On est passé de 69% du total des tâches du foyer à 64%. Notez que ces chiffres ne tiennent pas compte de la charge mentale, cette désormais fameuse responsabilité invisible qui repose encore sur les épaules des femmes, consistant en la conception des repas, l'organisation des rendez-vous médicaux des enfants, les inscriptions dans les clubs de loisirs, la réservation des vacances, l'agencement de la garde des enfants, etc. Ce qui fait que les femmes se trimballent la charge domestique partout, y compris au travail, ou continuent de tourner dans un coin de leur tête le contenu du frigo, tandis que les hommes sont autorisés à tracer une frontière hermétique entre leur vie de famille et le reste. Par ailleurs, il faut nuancer les chiffres de l'IFOP par milieux sociaux. L'étude soulignant que l'écart femmes-hommes est moins important pour les femmes autonomes financièrement, seulement 36% d'entre elles affirment en faire beaucoup plus que leurs conjoints, que pour les femmes des classes populaires. Elles sont 60% à faire cette affirmation. Ce qui ne veut pas forcément dire que le conjoint n'en fait pas plus dans les foyers aisés, mais plutôt que ces foyers extériorisent certaines tâches. Parce que oui, une partie des foyers les plus privilégiés ont recours à des travailleuses, souvent des femmes non blanches, immigrées, pour écurer leurs toilettes et torcher leurs gosses, afin de permettre aux femmes de ces foyers de produire de la valeur capitaliste et de se faire des mèches chez le coiffeur. Et on voit là que l'hétérosexualité, aux surprises, permet la structuration raciale du monde. Mais nous y reviendrons. Alors c'est sûr, de nos jours, rares sont les foyers où les femmes sont contraintes à accomplir ces tâches. Comme le souligne Tissot Lecoq dans Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. En réalité, la femme est devenue la chef qui se donne à elle-même les ordres à exécuter. Et elle est une patronne particulièrement vache. Si l'aliénation des femmes se poursuit, souvent sous des formes plus diffuses, elles sont devenues leurs propres oppresseurs.
On s'éloigne de la vision proposée par Delphi, où l'on imagine volontiers le mari en tyran menaçant de répudier sa femme si le dîner n'est pas prêt. On n'en est peut-être plus là, mais les faits sont têtus. Plus de 50 ans après Delphi, l'ennemi principal des femmes, c'est toujours la paire de chaussettes sales qui traîne. Je m'en suis rendu compte récemment, lors d'une rencontre philosophique à Monaco en juin 2021, où j'avais à mon micro Sandra Logier, Manon Garcia et Éléonore Lépinard, 3 grandes penseuses contemporaines, pour enregistrer un épisode de mon podcast. Le thème de la rencontre, c'était les futures féministes, et je m'attendais à ce qu'on parle pendant 1 heure de politique, de loi, de révolution, d'écoféminisme et d'intersection. En fait, on a passé un bon tiers de la table ronde à parler des tâches ménagères. Les plus grandes philosophes de notre époque en sont réduites à expliquer qu'au fond, le problème, c'est que les femmes sont encore celles qui ramassent les chaussettes sales. Et nos chercheuses en ont ras-le-bol, on le sent. Parce que malgré tous leurs privilèges, malgré tous leurs diplômes, elles n'ont pas échappé à cette emprise et que ça saoule de devoir se taper l'étendage du linge quand on a des articles à écrire. Une enquête publiée par le Washington Post en janvier 2022 a révélé que le nombre d'articles publiés par les femmes scientifiques avait chuté drastiquement pendant le confinement dû à la pandémie en raison du phénomène dit du plafond de verre, tandis que les contributions des hommes scientifiques avaient augmenté de 50%. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Puisque nous savons que l'hétérosexualité tue, que l'hétérosexualité est une invention, que l'hétérosexualité nous fait galoper vers un endroit où nous serons condamnés à ramasser des chaussettes sales taille 43 jusqu'à la fin de nos jours, pourquoi nous y allons quand même ? Je crains encore une fois que la réalité décrite par les féministes des années 70 ne soit toujours d'actualité. L'hétérosexualité nous est imposée. Elle est, comme l'écrivait Adrienne Rich en 1980, une contrainte. Dans La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne, elle explique que l'invisibilisation des récits lesbiens dans la culture empêche les femmes de se projeter dans des relations non hétérosexuelles. Elle dénonce la naturalisation de l'hétérosexualité alors qu'elle est un récit imposé, dirigé, organisé, répandu par la propagande et maintenu par la force. Elle veut encourager les femmes à mettre en question l'hétérosexualité comme choix et promet en échange une nouvelle clarté dans les rapports personnels. Les choses ne sont pas si différentes en 2022. Si, comme moi, vous avez des enfants, vous avez peut-être constaté qu'à l'école, tout le monde s'acharne à décréter qu'un petit garçon et une petite fille qui jouent ensemble sont amoureux. Personnellement, ça me rend dingue. Ce sont des enfants. Ils jouent sans la moindre arrière-pensée. Imaginez la tête des parents et des enseignants si on disait « Oh, les amoureux de 2 petits garçons qui ne se quittent pas dans la cour de récré ». On programme littéralement les gosses à être hétérosexuels. Et on compromet ainsi, à chaque instant, la faculté d'une future personne gay ou lesbienne à se sentir légitime dans ses désirs. Si on passait en revue les films de Disney que vous avez adorés dans l'enfance, vous savez, ces histoires de princesses très belles mais hyper malheureuses qui savent qu'un jour leur prince viendra ? Bon. Pas besoin d'être acharné du des études de genre pour se rendre compte que ces contes de fées qu'on rabâche à tous les enfants depuis des siècles, et aux petites filles en particulier, ancrent dans les esprits cette idée que le but, dans la vie, c'est de trouver l'âme sœur, et que cette âme sœur sera un prince si on est une princesse si on est un prince. À l'adolescence, ce schéma hétéronormatif continue de se reproduire avec des films, des séries, et des sagas romantiques entre jeunes hommes et jeunes femmes éperdus. Les millennials ont eu Twilight et moi j'avais La bicyclette bleue. Je revois les magazines que je lisais à l'époque. OK Podium, 20 ans. On nous y apprenait littéralement à tailler des pipes. À l'âge adulte, ça continue, avec une presse féminine entièrement vouée à la description de la vie des femmes hétérosexuelles qui doivent, si elles sont célibataires, trouver un Jules, ou si elles sont mariées, rendre leur mari fou. Et si vous avez 20 ans et que vous n'avez jamais ouvert un magazine féminin, comment vous en vouloir ? Vous n'êtes pas oublié pour autant. Il suffit d'un tour sur TikTok pour y voir des montages vidéo célébrant des demandes en mariage ultra mièvres et des adolescentes rejouant en playback de grandes scènes de comédie romantique ou égrénant 5 astuces pour séduire un crush récalcitrant. Heureusement, l'émergence récente dans la pop culture de stars de la chanson ouvertement lesbienne ou bisexuelle, Angèle, Aloïs Sauvage, Pomme, Oshi et d'autres, est en train de changer la donne. Et je me réjouis d'avance pour toute la génération de petites filles et de jeunes filles d'aujourd'hui pour qui l'orientation sexuelle va peut-être commencer à ressembler à un choix. Mais ces progrès à la marge ne résolvent pas l'équation.
L'hétérosexualité reste une contrainte, une énième case à cocher, pour se conformer au code de la féminité attendue. J'en sais quelque chose. On est très loin, en 2022, de s'être libéré de cette porosité infernale entre féminité et maternité. Ces dernières années, depuis que j'ai la quarantaine, je vois de plus en plus de mes amis approcher de la date de péremption, sans enfant, et vivre cette absence comme le plus cuisant des échecs. Après avoir subi pendant des millénaires la tyrannie de la nature, les femmes endurent un nouveau joug, purement symbolique, mais presque aussi contraignant, souligne la philosophe Camille Froidevaux-Métairie dans Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Elles ne pouvaient esquiver la maternité, elles doivent désormais s'y conformer. La maîtrise de la procréation allant de pair avec une forte incitation à l'enfantement. C'est hallucinant l'accablement qui pèse sur les épaules des femmes qui n'ont pas eu d'enfants à 40 ans. Elles ont conscience du fait que leurs vies sont plus propices à écrire, à créer, à voyager, à baiser, à glander, à changer le monde, à faire des rencontres. Elles savent qu'elles ont échappé au dimanche au parc, au réveil nocturne, aux étites et aux poux. Mais pourtant, elles vont mal. Elles traînent des siècles de casseroles accrochées dans le dos des femmes qui n'ont pas enfanté. Elles ont honte. Ce qu'on appelle horloge biologique n'est à mon sens qu'une façon de naturaliser le gros somme qui s'abat vers 40 ans sur les épaules des femmes si elles ne sont pas mamans. Ajoutez à cela les cheveux blancs et les rides traquées dans le miroir, les plis du corps qu'on nous a appris à détester, la congélation d'ovocytes à laquelle les femmes blanches hétérosexuelles de classe moyenne de mon entourage sont, d'après mes observations, de plus en plus poussées à avoir recours. Des piqûres dans le ventre, des créneaux bloqués dans l'agenda, des calculs, des projections, une charge colossale qui s'abat d'un coup sur elles parce qu'on leur a appris qu'échouer à cette épreuve-là, c'était échouer en tant que femme. Se conformer au modèle hétérosexuel, ce n'est pas seulement aimer un homme et se mettre en ménage avec lui, c'est aussi faire des bébés. Sinon, l'inquisiteur viendra nous hanter. Non seulement toutes les filles grandissent encore en ayant conscience du fait que la société attend d'elles qu'elles fassent des bébés, mais on continue d'imposer au corps en gestation un contrôle social soutenu. Je suis toujours sidérée de voir, sur toutes les bouteilles d'alcool commercialisées en France, ce petit logo qui montre une femme enceinte, un verre à la main, barré d'un gros trait rouge alarmiste. Cette opération « Pas d'alcool pendant la grossesse » est née d'une loi votée en 2005 par le ministère des Solidarités pour lutter contre le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui concerne entre 3 000 et 5 000 naissances par an. Il y a chaque année en France environ 750 000 naissances. On parle d'un phénomène qui touche donc 0,6% des naissances. On a décidé d'apposer un petit logo représentant une femme avec son gros ventre et son verre de pif à la main sur des centaines de milliers de bouteilles parce qu'il y a 0,6% de risque que la consommation d'alcool par une femme, et la plupart des médecins s'accordent à dire que pour que le syndrome d'alcoolisation fœtale se produise, il faut vraiment boire beaucoup d'alcool tous les jours, entraîne un handicap chez l'enfant à naître. Quant à la hantise de voir naître un enfant handicapé, qui est un eugénisme, on y reviendra bientôt. Je ne sais pas si ce logo a permis de lutter contre le SAF, mais je sais qu'il a produit chez les femmes enceintes un sentiment de honte tout neuf. Dans les années 80, on conseillait aux futures mères de s'accorder un petit verre de rouge de temps en temps, c'était bon pour la circulation. Aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant et étant visiblement enceinte, le serveur ou la serveuse décide souvent unilatéralement de t'enlever ton verre à vin parce que ça va de soi vu ton état. Je sais pas vous, mais je trouve ça incroyable. On sait par exemple que l'alcool est en cause dans 30% des accidents mortels sur les routes et que, dans 90% des cas, les conducteurs alcoolisés sont des hommes. Pourquoi il n'y a pas un petit logo de voiture barrée sur les bouteilles de vin ? Pourquoi on n'enlève pas leur verre aux conducteurs dans les restaurants ? Parce que ça ne viendrait à l'idée de personne de fliquer les décisions prises par un adulte responsable concernant sa santé. Sauf si cet adulte responsable est une femme enceinte. Elle, on la soupçonne toujours d'être capable de merder. D'elle, il est communément admis que la société a son mot à dire sur ce qui se passe dans son corps. Les mères sont les figures les plus scrutées de la société. Et cette mise sous cloche intervient très tôt. Dès la grossesse en fait. Ce scrutage de l'utérus des femmes enceintes n'est que le début d'un long processus qui la poursuivra toute sa vie. L'injonction à la bonne maternité. Et alors, c'est très simple. À ce jeu-là, les mères ne gagnent tout simplement jamais.
Pour la résumer, la bonne maternité, ça ne sera jamais la vôtre. Il n'y a pas de bonne mère.